Merci de prendre rendez-vous avec l'actualité tous les matins sur les antennes de Média Leader, True TV et Watt FM. Vous le savez, vous êtes au tribunal de l'actualité, 4e et avant-dernière convocation de la semaine. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Un rendez-vous que vous pouvez également suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pression de la communauté internationale sur les autorités maliennes pour un chronogramme détaillé et réaliste devant conduire aux élections. Les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA passent mal et sont contestées par des leaders d'opinion et des organisations de la société civile. C'est le cas du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel, COSC pour le Sahel, qui parle de sanctions iniques, insensées et sans aucune base légale. Les représentants de la structure sont à la barre du tribunal de l'actualité ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le président. Bonjour au juge. Bonjour. Alors, nous avons sur ce plateau Larba Israël Lompo. Vous êtes porte-parole du collectif. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous êtes accompagné ce matin par Labidi Naba. Il est membre de la coordination du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Comme on l'a dit, avec vous, on va parler de l'actualité malienne. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est la sortie hier du porte-parole du gouvernement sur la coupure de Facebook, ou disons régulation de Facebook. Tout dépend maintenant de la posture qu'on occupe. Donc c'est un ministre qui assume que c'est le gouvernement qui l'a fait, même si c'est maintenant que l'opinion est informée, ou même si c'est maintenant que l'information est confirmée. Voilà, parce que je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse faire ça autant de temps et tout, alors qu'il y a une autorité de régulation dans ce domaine-là qui... Voilà, donc là au moins c'est clairement assumé. Mais là où je ne suis pas d'accord avec le ministre, c'est quand il dit que lui-même il n'a plus accès à Facebook, parce que ceux qui ont le Wi-Fi ont accès à Facebook. Ce n'est pas le ministre porte-parole du gouvernement qui va nous dire qu'il manque de Wi-Fi. Non, c'est de dire que effectivement il y a eu de la restriction. Si vous avez le Wi-Fi, vous pouvez avoir accès à Facebook. Maintenant, si vous vous connectez via mobile, ce n'est pas possible. Et pourquoi on a régulé on a restreint sur mobile? Parce que effectivement, quand on prend les statistiques, 90% des utilisateurs le font avec le mobile. C'est-à-dire que la coupure frappe de plein fouet tous ceux qui sont sur le mobile. Parce qu'il n'est pas sur le Wi-Fi qui veut, mais qui peut. C'est peut-être au bureau, vous l'avez au bureau, mais à la maison, vous ne l'avez pas. Et puis le Wi-Fi, vous ne pouvez pas le trimballer partout. Même si vous l'avez au bureau et à la maison, entre le bureau et la maison, vous ne pouvez pas vous connecter. Donc, dans ces conditions, oui, il y a effectivement une grande partie des Burkinabés touchés. Alors, j'ai dit bien, c'est d'assumer cette coupure au lendemain de la coupure et dire, bon, nous l'avons fait pour ceci ou ceci. Maintenant, c'est ce silence radio, ce refus de commenter et après sortir des arguments également qui n'arrivent pas à convaincre, qui effectivement dérangent les Burkinabés. Donc, j'ai dit, nous rejoignons le lot restreint de ces dizaines de pays-là, 10 en gros, hein, pas peut-être plus, de ceux qui effectivement ont coupé Internet, Facebook. Il y a des pays qui ont coupé, la Chine fait partie de ces pays-là et nous venons également de rejoindre ce lot. Nous sommes dans un contexte également très difficile. Voilà, notre carte est très bien peinte en rouge et tout. Donc il y a effectivement ce contexte particulier qui demande peut-être un comportement particulier, mais aussi ce qu'on attend, c'est qu'après ces coupures, on ait aussi du résultat terrain. Si on n'a pas de résultat terrain, on posera la question à quoi est-ce que ça va servir. Ou bien c'est des complotistes ou bien des conspirationnistes sur Facebook qui l'utilisent à d'autres fins. Mais je pense également que nos fins de mieux doivent pouvoir avoir des moyens pour pouvoir mettre ces personnes-là hors d'état de nuire et laisser les utilisateurs internes continuer d'utiliser leurs réseaux sociaux. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Vaha, vous avez la parole. Oui, merci, président. Bon, je vais rapidement aussi commenter l'avant-propos de Bernard, mais j'en ai un autre. Moi, j'ai écouté aussi le ministre. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent parce que, vous
Vous savez, on veut que le Burkinabé soit un seul homme derrière les actions qui sont en train d'être menées, parce qu'on sait que dans cette lutte-là, c'est unique qu'on peut la vaincre. Mais quand vous dites à certaines personnes qui posent des préoccupations, circuler, il n'y a rien à y voir, et puis d'ailleurs, vous ne doit rien comme explication, je pense que ça dérange un peu. Il y a un minimum. Et puis, il y a aussi nos partis politiques qui se confondent dans des communiqués pour dénoncer. Mais vous êtes des fois parlementaire. Pourquoi est-ce que sur la question de ces restrictions-là, vous ne l'abordez pas pour essayer de mieux éclairer la lanterne de la population? Ça pourrait participer à beaucoup de choses. Maintenant, il y a des questions que je me pose sur la cible des restrictions sur Facebook aujourd'hui. Quand vous regardez, je suis désolé, ADSL, Fibre, VSAT, vous avez accès à Facebook comme vous voulez. Est-ce à dire que les personnes qui sont ciblées, ou ceux qui nous attaquent, c'est des gens qui ne connaissent pas ces trucs-là, ou bien ils n'ont pas les moyens de communication? Moi, je me rappelle qu'il y avait des appels qui étaient lancés par certaines populations, parce que la première chose que les terroristes faisaient, c'était attaquer les pylônes pour couper les communications. Bon, si eux-mêmes, ils attaquent les pylônes pour couper les communications, je pense que ça nous suggère qu'ils ont leur mode de communication. Donc, ce n'est pas restreindre Facebook là qui va avoir ou bien de quelle sécurité on nous parle. Peut-être qu'en identifiant les choses, je dis c'est des questions qu'on est quand même en droit de se poser, mais on est d'accord qu'on est dans une situation qui est assez difficile, qui intime parfois qu'on prenne des mesures pour le bien de tout le monde, parce que tout Burkinabé gagne dans une sécurité qui soit plus intéressante. Espérons que cela apporte plus de sécurité à ce que nous avons actuellement, parce que les Burkinabés en attendent beaucoup. Je vais m'arrêter là en termes de commentaires. J'ai un deuxième avant-propos. Ça concerne la campagne sur la vaccination concernant la Covid-19. Moi, je souvenais encore de ces missions de la mairie avec des sorties ténèbres en train d'arracher ce qu'on avait comme affichage anarchique dans les voies de Ouagadougou, quelquefois même au feu, et des gens qui font des cartons de fortune et qui mettent. Mais je suis un peu surpris que ce soit le même mode opératoire qui soit celui de la mairie pour nous dire d'aller nous faire vacciner. Moi, j'étais un feu qui n'est même pas loin d'ici. C'est sûr, quand vous prenez la voie des 1200, quand vous êtes à l'un des feux, vous ne voyez pas de l'autre côté. Parce que vous avez en gros le message du pape qui vous dit d'aller vous faire vacciner, mais de l'autre côté, vous ne voyez pratiquement rien. Bon, il faut être vivant pour se faire vacciner. Si les affichages là doivent être des obstacles à la vue et que ça peut créer des accidents, je pense qu'il faut revoir ça. Et je crois qu'il y a des espaces qui sont commis pour ça. On a l'affichage publicitaire là, c'est bien régi. On a des espaces qui sont, encore une fois, et je le répète, qui sont commis pour cela. Il faut aller afficher là-bas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que c'est à nos carrefours qu'on prend de grosses pancartes de fortune là? Je ne sais pas comment ça a été fabriqué. Des fois, c'est déposé carrément sur le feu. Je trouve que ce n'est pas joli pour une ville comme Ouagadougou. La mairie a intérêt à donner le bon exemple en matière d'affichage. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure façon de le faire. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes interpellations. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel est notre convoqué du jour. Alors, cette structure est représentée ce matin par l'Arba Israël Lompo et l'Abidi Naba. Alors, on l'a dit, avec vous, nous allons parler de la question sécuritaire, aussi de la question malienne, notamment avec les sanctions prises par l'UEMOA et la CEDEAO. On va commencer avec vous, M. Naba. Déjà, est-ce qu'on peut présenter ce collectif-là? Merci, Monsieur le Président. Avant tout propos, je voudrais adresser toute ma compassion à toutes ces familles éplorées par les faits de terrorisme dans le Sahel et dans l'espace CEDEAO. Aussi apporter mon soutien indéfectible ou notre soutien indéfectible aux soldats qui sont en première ligne sur ce front, au VDP et à tout le peuple burkinabé et les peuples de cette région qui ne ménagent aucun effort pour apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme. Et le collectif des organisations de la société civile pour le Sahel est un regroupement d'organisations de la société civile du Burkina et d'organisations de l'espace Sahel et de l'espace CEDEAO, si l'on peut dire ainsi. Ce sont des organisations qui se sont retrouvées sur le front
commun qui est celui justement du panafricanisme et de la souveraineté. Et donc le déclic est venu d'abord sur les premières sanctions, on était en conciliabule, et justement tout dernièrement quand le 9 janvier il y a eu ces sanctions, nous nous sommes dit, écoutez, il faut que nous puissions avancer dans notre chantier, celui justement de dénoncer non seulement ces sanctions-là, et de participer désormais à construire dans notre espace des organisations qui portent l'aspiration des peuples. D'accord. Alors pendant ce temps d'antenne, nous aurons le temps en tout cas d'avoir votre lecture sur ces décisions prises par la CEDEAO. Première question de généralité à M. Larba Israël Lompo. Vous avez certainement écouté avec intérêt l'avant-propos de juge Bougman. Vous êtes très connu pour vos prises de position sur la question sécuritaire, notamment sur ce canal-là Facebook. Votre regard sur la restriction aujourd'hui imposée par les autorités burkinabées. Merci, Monsieur le Président, merci aux autres juges. Vous savez, on dit que quand un chef de famille enceinte sa propre fille, on lui demande plus d'explications parce qu'il ne sait pas quoi dire. Et je pense que le gouvernement actuel, par la prise de cette mesure de couper Internet, bon pas Internet, le réseau Facebook, est dans cette optique-là, et c'est pourquoi ils n'ont pas de mots à dire. En réalité, pour moi, ils sont en train de prendre la température de ce que le peuple burkinabé sera à mesure de faire. C'est vrai, on parle de questions de sécurité, on parle de questions de sûreté d'État. Ok. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que lorsqu'il y avait eu le blocage de l'armée française, le convoi de l'armée française qui partait vers le Mali, nous avons eu affaire à une coupure d'Internet également. Aujourd'hui encore, il y a eu les sanctions, il y a eu des remous. Partout, on crie dans les réseaux sociaux. Et le réseau social le plus actif dans ce domaine-là, c'est également Facebook. Donc, ils ont ciblé Facebook, ils ont coupé. Ça, c'est un fait. Et pour ce qui concerne la justification que le gouvernement a donnée, et qui ne saurait convaincre personne, parce qu'on ne peut pas diriger un peuple en décidant de... On prend des mesures avant de venir expliquer. Et là, j'ai du mal à croire au gouvernement dans sa démarche de justification sur ce point-là. Et je suis convaincu que le mouvement qu'on avait lancé un peu partout, il y a quelque chose à voir. Et la question de la sécurité n'est pas un argument assez solide pour soutenir aujourd'hui cette décision du gouvernement? Non, vous voyez, quand on parle de sécurité par rapport à Facebook, on ne sait pas de quelle sécurité il nous parle. Parce qu'il faut qu'il nous situe. Est-ce que c'est par rapport à la sécurité du pouvoir du président Roch Kaboré, ou bien c'est la sécurité du pays par rapport au terrorisme, ou bien c'est la sécurité des injonctions que la France a dictées à la CEDEAO et à l'UEMOA qu'il faut protéger pour éviter qu'il y ait des mobilisations générales? On n'est pas situé. D'accord. Merci à M. Larba Israël Lompo. Monsieur les juges, peut-être des questions de généralité avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Bougman? Oui, allez. Moi, je vais me lancer, comme on a Lompo. D'accord. Il est très actif sur les réseaux sociaux. Vous diffusez souvent des informations que le commun des Burkinabés n'a pas, quelquefois sur des sujets qui sont assez sensibles, attaques et tout. Je ne vais pas vous demander ici comment vous faites pour les avoir, parce que très souvent, ça tombe pile poil, mais vous n'êtes pas exposé outre mesure. Il n'y a pas de retour depuis relativement à cela, parce qu'il y a beaucoup qui sont inquiétés quand même des fois pour ces postes-là. Oui, j'ai été plusieurs fois interpellé par l'ambassade de France au Burkina
par plusieurs fois. En Côte d'Ivoire également, j'ai été interpellé. Parfois, je peux passer 8 heures de temps dans une gendarmerie. Mais c'était pourquoi? Voilà. L'ambassade de la Côte d'Ivoire, c'était pourquoi? Non, l'ambassade du Burkina, l'ambassade de France au Burkina. Voilà, okay. L'ambassade de France au Burkina qui m'a plusieurs fois interpellé. Et pour par rapport à mes écrits, me dit non, ce que je dis, je n'arrange pas le Burkina, et que bon, si les prochaines fois, par exemple, si j'ai besoin d'écrire, j'ai des informations, j'ai besoin de venir vers eux avant de publier. On m'a menacé de me poursuivre. Nicolas Courtin, il dit qu'il est à l'ambassade de France, et que voilà, j'ai encore les écrits, les captures que j'ai avec moi, que j'ai gardé avec moi. Alors, c'est juste quand je fais un article qui dévoile souvent certaines choses. Bon, on me menace de me poursuivre en justice. Bon, à chaque fois je dis je suis prêt, mais bon, ça ne s'est jamais arrivé. Voilà. La dernière fois, là où j'ai vu vraiment chaud, c'est quand j'ai écrit sur Alassane Dramane Ouattara, quand j'avais fait une lettre ouverte où on avait parlé de monnaie, que j'avais essayé de restituer un peu les choses en matière de monnaie en leur rappelant que je ne connais pas une seule école ou une seule université où il est cité comme spécialiste de la monnaie. Bon, ça encore, j'ai été menacé. Mais là, ce n'est pas le gouvernement, ce n'était pas le gouvernement d'Alassane, mais c'était les amoureux donc, du président Alassane. Voilà, bon, on a eu des véhicules qui ont été sabotés et tout ça. Bon, mais bon, on continue de vivre. On y fait avec. D'accord. Oui. Mais vous avez quand même vos sources là. Ouais. Moi, très souvent, vous déballez des choses. Bon, ça. Vous savez, j'ai créé une association, avec mes camarades. Moi, j'ai commencé juste après la dévaluation du franc CFA, grâce au feu Norbert Zongo, avec qui on collaborait. Parfois, il m'envoyait dans des cérémonies où il ne peut pas rentrer. Et puis, bon, on s'entendait bien, au fait. Voilà. La dernière fois que lui et moi on s'est vus même, c'était le 6 décembre à Matiakwali. Voilà, j'étais le premier rapporteur de la commission électorale indépendante. Et donc, j'avais un peu ces contacts que je gardais par devers moi, et ça me permettait d'avoir certaines entrées à voir, que ce soit au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana, et bon, un peu partout quand même. D'accord, on comprend bien. Juge Bourma. Alors, vous êtes convoqué en ambassade. Est-ce qu'ils contredisent ce que vous dites, ou bien ils disent que c'est vrai, mais ça n'arrange pas, nous arrange pas? La première fois, ils ont cherché à me contacter. Quand ils ont cherché à me contacter, ils sont passés par un journaliste de Libre Info. Ils ont demandé mon contact. On lui a donné, il m'a donné s'il pouvait donner, donc je lui ai donné mon contact des États-Unis. Ils ne m'ont pas appelé, mais la réponse qu'ils ont donnée aux journalistes, c'est parce que c'était par mail, ça montrait que véritablement ils m'ont cherché. Ils me cherchaient, et ce n'était pas du jeu. Voilà. Et après, quand ils sont arrivés à rentrer en contact avec moi, ils avaient abandonné parce que c'était un numéro américain, donc un numéro des États-Unis. Mais j'ai quand même des gens qui m'ont beaucoup protégé. Je pense à Agenda, qui est aux États-Unis. Ici aussi, bon, certaines personnes que je ne peux pas citer leur nom, voilà, qui ne sont pas très publiques. Donc, c'est quand même ça. En ce qui concerne par rapport à votre question, c'est parfois ils me disent que ce que je dis, ça n'arrange pas le Burkina. Et puis, souvent, on me dit, bon, si tu as le courage de dire des choses, pourquoi ne dis pas à ton président de quitter le franc CFA? Nous, on ne le tient pas. Et quand on dit ça, bon, moi, j'ai mes arguments aussi pour leur démontrer que ce n'est pas le président qui est là. Nous ne sommes pas au franc CFA de notre propre gré. Nous y sommes parce que c'est tout un système.
nous évoluons dans une communauté. Quitter le franc CFA en tant que pays seul comme le Burkina, ça cause problème. Donc, il y a ça, il y a également la sécurité. J'ai écrit un article qui avait fait reporter le voyage de la ministre des Affaires étrangères de l'armée des anciens combattants qui devait venir le 4 juillet, mais qui a été obligé de reporter et puis venir clandestinement après. Et là encore, j'ai été contacté juste après l'article. J'étais contacté, on m'a demandé qui m'a donné l'information qu'elle venait. Parce que eux-mêmes, ils n'avaient pas encore... l'information n'était pas rendue publique. Bon, c'est des trucs comme ça. D'accord. Alors, M. Lompo, nous allons maintenant parler de ce combat-là que vous portez au sein du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel, notamment la question malienne et les sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Je le disais en début d'émission, votre position est connue au sein de ce collectif-là. Alors, vous estimez que ces sanctions sont iniques, insensées et sans aucune base légale. Alors, M. Naba, en fondant cet argumentaire, certainement que vous avez fouillé, vous avez cherché, qu'est-ce que les textes communautaires disent en la matière? Il faut dire que les textes de la CEDEAO déjà ne disposent pas de la possibilité de fermeture des frontières. Il faut aussi relever que la Banque des banques, la BCEAO, et même dans la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire l'Union monétaire, voilà, dont l'organe, je dirais, exécutif et l'UMOA ne permet pas, justement, qu'on puisse prendre des sanctions financières contre un État membre. Voilà, donc à ce niveau, il faut dire que il y a justement une illégalité des décisions qui ont été prises. Aussi, il faut dire qu'au sein de la CEDEAO et de ces textes, un président de commission n'a pas les prérogatives justement de fermer les frontières d'un État. Non, il soumet justement ces préconisations au Conseil de médiation de la CEDEAO qui, à son tour, l'expose à la conférence des chefs d'État qui seul peut prendre ces décisions-là. Donc, par rapport au caractère de l'illégalité insensée, ces éléments-là ressortent des dispositions de la CEDEAO. Je n'ai pas les articles directement, mais c'est ce qui ressort justement de ces textes-là. On a aussi dit que ce sont des décisions iniques. Voilà. C'est inique parce que, voyez-vous, ce n'est pas le Mali seul qui est dirigé par une junte militaire après un putsch. Non, il y a la Guinée aussi. Il y a aussi, même si au Tchad c'est un peu particulier, il y a qu'au Tchad aussi, ce n'est pas un président élu qui est, et c'est un militaire qui dirige le Tchad. Donc l'iniquité des décisions ici est révélée. Aussi, on a dit que c'était incongru parce que, tout simplement, on ne peut pas comprendre que dans un contexte de lutte contre le terrorisme, où les terroristes cherchent justement à isoler les communes, à isoler les pays dans l'espace, et que ce soit l'organisation même dont la mission est de fédérer ces pays-là, dont la mission est l'intégration des peuples, qu'elles en viennent à isoler le Mali de façon, je dirais même, sauvage. Donc voici entre autres des éléments qui ont motivé justement la caractérisation des sanctions que la CEDEAO
a prise contre le Mali. Juge Bougma. Oui, vous êtes arrivé effectivement à faire cette sortie pour dénoncer cette situation et naturellement soutenir la population malienne. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'au plan institutionnel, il y a eu aussi des démarches vers les organisations présentes qui sont à Ouagadougou, l'UEMOA à Ouagadougou, et puis il y a nos autorités en place? Il faut dire que nous travaillons là-dessus. Sinon, avant la conférence de presse, il n'y a pas eu d'approche particulière vis-à-vis de ces institutions-là. Mais nous sommes en travail sur ces questions parce que l'un des objectifs de ce collectif est de travailler à la mise en place d'une CEDEAO, donc d'infléchir sur ces différentes institutions-là, à ce que au sein de la CEDEAO, on puisse avoir des responsables qui, plutôt au lieu d'agir contre les populations, elles puissent, donc ces responsables puissent tenir compte de la volonté des populations, donc de la volonté des peuples. Juge va. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui font le débat de la légalité des sanctions, surtout celles financières, et même la question de la fermeture des frontières. Il y en a qui ont des lectures vraiment différentes de plusieurs textes. Il y en a qui invoquent par exemple l'acte additionnel là, que j'ai devant moi, l'acte additionnel qui porte un régime des sanctions à l'encontre des États membres qui n'ont pas leurs obligations vis-à-vis de la CEDEAO. Quand vous lisez dedans, on parle de sanctions juridiques et des sanctions politiques. Et puis dans ces sanctions-là, il y a énuméré quand même certaines sanctions, même financières et tout. Lorsqu'on parle de gel, suspension, on parle de suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté, suspension des décaissements pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d'assistance communautaire, le rejet de la présentation de candidature. Il y a beaucoup de choses qui sont énumérées. Il y en a qui font en tout cas une lecture bien différente. Ça fait que sur le terrain de la légalité, moi je ne suis pas un puriste du droit, j'aime pas trop rentrer dedans. Il y en a qui évoquent aussi cette thèse de l'UEMOA qui disent que, l'UEMOA d'abord, qui disent que dans son fonctionnement, il ne devrait pas recevoir de directives de quelque institution que ce soit et tout et tout. Donc ça fait que pour beaucoup c'est quand même pas normal ou illégal qu'on ait ce type de décision qui soit prise à l'encontre de la CEDEAO. Mais on est quoi qu'on dise quand on parle de sanctions juridiques et politiques. Ça veut dire que sur le plan politique, les États ont un genre de souveraineté à décider avec qui ils continuent de commercer, avec qui ils continuent d'avoir comment dire ça, d'ouvrir les frontières. Ils ont au moins cette indépendance de décision. Mais au fond aussi, je pense que tout part aussi de la question de la légitimité. C'est beaucoup sur ça que peut-être on peut tous épiloguer ici. Mais sur la question de la légalité, même les juristes, il y en a qui vous disent ce qu'ils ont pris comme sanction, c'est légal. Il y en a qui viennent vous dire que ce n'est pas légal. Donc c'est sûr que sur ce plateau, on ne va pas s'entendre. On est d'accord. Non, j'ai bien retracé la chose. Oui, mais on peut s'entendre. Je peux? Oui, allez-y. Voilà. En fait, il y a la forme et il y a le fond. Lorsqu'on regarde l'UEMOA, l'UEMOA, dont le siège est à Abidjan, celui qui est chargé de réguler la monnaie, qui s'occupe des questions monétaires. L'UEMOA, c'est le volet politique qui s'occupe de l'union économique, mais aussi qui intègre le volet monnaie. Et il se trouve qu'en 2010, en avril 2010, il y a eu une modification des textes de la BCEAO. C'est la BCEAO étant la banque centrale où nous logeons tous nos fonds et qui est normal, qui devait être la créatrice de notre monnaie. Les textes ont été modifiés. Ils ont dit dans le nouveau traité, dans son article 34, dit que la BCEAO est indépendante à tous les États membres et qu'en aucun cas elle ne peut venir en aide à un État. Ça, c'est clair. Et maintenant, comment la BCEAO, qui est indépendante de tous les États membres, peut se donner le droit de geler
donc les avoirs du peuple malien. Et, ensuite, nous avons au niveau même, puisqu'ils ont laissé tomber le conseil d'administration et ils ont créé ce qu'on appelle le comité de la politique monétaire, le CPM. Alors, ce comité de politique monétaire, dans ce comité, la France a une voix délibérative, tandis que le président de la commission de l'UEMOA a une voix consultative. Or, la BCEAO étant indépendante des États, ça veut dire qu'aucun président, aucun ministre n'a une voix au niveau de ce comité-là qui prend les décisions. Bon, qui donc a siégé au niveau de la BCEAO pour valider les décisions qui ont été prises par les chefs d'État du moment où ça devait d'abord passer par le Conseil des ministres, ensuite de l'espace, ensuite on passe maintenant à la conférence des chefs d'État pour validation. Ça n'a pas, ce processus, cette forme-là n'a pas été obéie parce que tout simplement, on sait que si on commence par la CEDEAO, par la BCEAO, il va trouver dès cet instant un blocage parce que seule la France siège au comité de politique monétaire. C'est le seul État qui siège là-bas. Et donc, il va avoir des problèmes parce que quand on va soumettre à l'UEMOA va dire qu'elle n'a qu'une voix consultative, donc elle n'a pas de décision à prendre. Elle va constater et elle va apporter le truc au chef d'État, la décision au chef d'État. Mais ils ont sauté toutes ces étapes-là pour aller prendre des décisions contre le Mali. Alors que ni la BCEAO ni l'UEMOA n'a ce pouvoir-là d'exercer, donc prendre des sanctions contre donc, le Mali. Ensuite, on a quitté, toujours sur la forme, le siège de l'UEMOA, le siège de la BCEAO c'est au Sénégal, le siège de l'UEMOA c'est en Côte d'Ivoire, Abidjan, et le siège de l'UEMOA c'est Ouagadougou. On laisse tous les pays membres et on part s'asseoir au Ghana pour prendre des décisions. Sur quel cadre géographique ils sont allés prendre ces décisions-là pour soumettre donc à la BCEAO et à la CEDEAO et qui a validé parce que les décisions ont été validées sous la coupe de la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a appliqué les sanctions qui ont été proposées par l'UEMOA, dont le président Kaboré est le président en exercice. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a eu quand même une violation des formes. Maintenant, en parlant au niveau des têtes de la CEDEAO, quand on parle de politique, de sanctions politiques, si nous considérons que la fermeture des frontières fait partie des options politiques, bon, là, on peut pas trop discuter, mais ça reste quand même que il y a eu une violation des textes quelque part. D'accord. Alors, M. Naba, il faut rappeler que tout est parti justement du chronogramme proposé par la transition au sortir de ce qu'on a eu comme forum pour aujourd'hui tourner la page de la transition. Il y a un chronogramme, la transition qui propose 5 ans, ensuite 4 ans pour justement organiser les élections. Convenez que 4 ans, c'est aussi la durée d'un mandat dans certains pays. Est-ce qu'à ce niveau également, il n'y a pas quelque chose à redire, M. Naba? Je pense qu'à ce niveau, vous posez la pertinente question de disons, des délais d'une transition. Nous disons que les transitions viennent par des faits. Ce sont les conséquences de gestion des pays qui engendrent en général l'interruption anticonstitutionnelle du pouvoir pour ouvrir la porte à une transition. On peut aussi avoir une transition constitutionnelle où on constate la vacance du pouvoir et l'Assemblée nationale prend les rênes pour organiser des élections. Et cela, dans beaucoup de constitutions, c'est pour 6 mois. Maintenant, la transition malienne, nous l'appelons une transition refondatrice. Vous savez que c'est venu suite à un putsch. Bon, on peut encore analyser au fond, voilà, pour
trouver que il y a eu quand même une démission. Je parle de la première étape. Mais les putschs, on en a vu un peu partout. Il y a eu un putsch en 2015 au Burkina qui a été chassé, dont les auteurs ont été chassés par une résistance farouche. Et la CEDEAO en ce moment était venue justement pour rapidement valider une transition. Donc c'est pour dire que, par exemple, ce putsch était un putsch rejeté par le peuple. Mais celui du Mali, au contraire, a eu l'assentiment du peuple malien qui s'est donc a permis la jeune de s'asseoir et a développer justement une certaine gouvernance que je dirais inclusive. Pour vous, c'est un coup d'État salvateur? C'est un coup d'État salvateur du moment où le peuple malien est en accord parfait avec le président malien et tout son gouvernement et l'organe législatif, et aussi par le fait que dans le processus, ce gouvernement-là a mis en place ce que vous avez appelé le forum, l'ANR, les Assises nationales pour la refondation. Dans ces assises-là, toutes les composantes de la société malienne ont été invitées. C'est vrai qu'en Afrique, il y a toujours des complotistes qui reçoivent les invitations, qui sont conviés, qui au départ les rejettent, disons, marquent leur non-volonté à participer à ces assises. Mais nous disons que quand on ne participe pas, on n'a pas droit à juger les recommandations à la fin. Donc, les ANR ont été pour nous inclusives, et les recommandations de ces ANR-là, une des recommandations voulait justement que la transition puisse encore se proroger de 6 mois à 5 ans. C'est vrai que c'est un intervalle qui a été donné. Mais pour une refondation, c'est le peuple qui juge de ce que la société a atteint un niveau de décrépitude évolué, un niveau de prévarication, de corruption, d'injustice sociale évolué. Et donc, il faut justement travailler à bâtir une charpente solide qui pourrait permettre que quiconque viendrait justement au pouvoir dans ce pays-là puisse l'exercer conformément aux aspirations du peuple. Et il y a aussi cette donnée de la sécurité qui est là. Il faut noter que ce que le pouvoir de la transition au Mali a pu faire comme résultat en matière de lutte contre le terrorisme, qui est aussi la capacité d'avoir la logistique nécessaire et tout, mais le régime démocratique n'a pas pu le faire. Donc, pour nous, et pour répondre à votre question, seul le peuple malien peut décider de la durée de cette transition, et une transition qu'elle aille à 4 ans, 5 ans, pour nous, il faut que les organes supranationaux travaillent justement avec le peuple à accompagner ces dirigeants-là afin qu'il n'y ait pas d'exaction. Jusqu'aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a pas de violation de liberté. Par exemple, il n'y a pas de coupure d'Internet là-bas. Il n'y a pas... voilà, donc il faut plutôt encourager ces dirigeants-là qui sont dans une dynamique souverainiste. D'accord. Alors, moi, j'ai deux questions à poser à M. Lompo avant de revenir à M. Naba. La première question, c'est... Bon, le Mali soupçonne les pays membres de la CEDEAO d'être les bras exécutifs, pour ne pas dire exécutants, d'organisations régionales, c'est-à-dire c'est déjà piloté à distance. Alors, est-ce que vous avez cette même lecture que les États membres de la CEDEAO sont en train d'exécuter, comment on appelle ça, une volonté de la France, comme certains l'ont clairement dit sur le plateau?
Oui, je pense que c'est aussi simple à comprendre parce qu'il faut analyser, il faut prendre... Est-ce qu'il y a des éléments clairs qui sous-tendent cela? Ce n'est pas une accusation gratuite. Non, ce ne sont pas des accusations gratuites parce que lorsqu'on prend chaque décision de la communauté de la CEDEAO, de la CEDEAO, des dirigeants, des présidents de la CEDEAO par rapport au Mali, c'est toujours précédé par une sortie de Macron qui donne les grandes lignes. Si vous prenez dès le renversement d'Ibeka, Macron est sorti, il a donné les directives pour dire que les militaires ne vont pas rester au pouvoir et qu'il va rentrer en contact avec l'organisation sous-régionale pour qu'on trouve une solution. Et il a appelé, avant la première rencontre, il a appelé le président Alassane Ouattara le matin. Monsieur Macron a appelé le président Alassane Ouattara le matin pour lui donner des injonctions. Et ça, on l'a suivi ici. Et quand ils sont effectivement partis, il était question de fermer les frontières. Et lorsqu'ils ont décidé de ne pas fermer les frontières parce que, notamment, ils ne se sont pas entendus sur les textes de la CEDEAO. Et quand ils sont sortis pour faire la première conférence avec le président Emmanuel Macron, Bazoum du Mali, du Niger, il a dit clairement, pour répondre à ce que Macron les avait recommandé de faire, il dit que, comme je vous le dis, je dis au président Emmanuel Macron, les mesures de fermeture des frontières ne figurent pas dans les textes fondamentaux de la CEDEAO. Là, c'est une réponse à Macron, parce que Macron lui avait demandé de le faire. Ça, deuxièmement, lorsque la CEDEAO n'est pas arrivée, la France s'est précipitée à l'ONU pour introduire une motion, demander des sanctions contre le Mali. Là encore, c'est la Russie et la Chine qui se sont opposés. Il faut comprendre. Si nous partons au début même de cette crise du Mali, quand ils ont appelé, quand le président Diokounda Traoré a fait appel au président Hollande pour intervenir, il est clair, dans la demande, il n'était pas question d'une intervention militaire terrestre, il était d'une intervention aérienne. Et quand ils sont arrivés sur la route de Konna, ils se sont arrêtés alors qu'ils avaient la possibilité d'en finir avec le groupe terroriste qui fonçait sur Bamako. Ils se sont arrêtés, ils se sont entendus avec Yak Gali. Ils se sont implantés et on a mis un barrage. On a dit à l'armée malienne de ne plus mettre pied au niveau donc, du nord du Mali. L'État islamique, l'autre groupe terroriste, les premiers 20 millions d'euros qui ont été reçus par ce groupe terroriste a été donné par l'État français. Et vous regardez dans le New York Times, vous allez voir ça le 14 juillet 2015, ça y est dedans. Vous regardez sur la page de France 24 du 31 octobre 2015, ça y est dedans. Donc ça veut dire, d'abord, l'État islamique a été envoyé au niveau du Mali par la France. Les premiers 20 millions ont été donnés par la France. Dans la même foulée, le président camerounais Paul Biya a donné 15 millions d'euros pour bénéficier des bonnes grâces de ses ancêtres les Gaulois. Et donc, quand on regarde tout ce qui se passe, ce que la France n'est pas d'accord, c'est ce que la CEDEAO applique. Il y a une chose qu'il faut comprendre, et moi, jusqu'à présent, je cherche à comprendre comment un président comme Macky Sall va participer à une réunion qui vient le sanctionner son pays. Le seul pays qui n'est pas maritime, qui n'a pas qui fait frontière, de bouchée maritime, qui fait frontière avec le Sénégal, c'est le Mali. L'économie du Sénégal dépend de 30% de celui du Mali. On vient dire à Macky Sall de participer à une réunion et prendre une décision qui ferme les portes de son économie. Et il accepte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui dépasse la capacité de nos chefs d'État. Alors, ma deuxième question, est-ce que le Mali pourra tenir dans ces conditions? Oui. Le Mali peut tenir. Parce qu'en fait, ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure,
les sanctions, en réalité, sont plus sur le Sénégal que sur le Mali. Le Mali, en matière de fermeture... C'est comment le Mali se ravitaille parce que même les autres pays ont fermé. Lesquels pays ont fermé? Le Burkina a fermé ses frontières. Le Burkina avait quelle frontière avec le Mali? Le Burkina contrôlait quelle partie de sa frontière avec le Mali? Non, ce n'est pas l'aspect du contrôle, puisqu'il y a les marchandises qui font également, qui transitent par moment par le Burkina. Oui, mais est-ce que ça a arrêté? Puisque ceux qui sont chargés de mettre en application, pourquoi le gouvernement n'a pas validé la décision? Le président Alassane Dramane Ouattara a fait une déclaration pour entériner les décisions. Mais le Burkina ne l'a pas fait. Parce que pour que ça puisse rentrer en application, il faut que l'État burkinabé valide. Mais ils n'ont rien dit parce que dans la pratique, ils ne contrôlent rien à la frontière du Mali. Les gens rentrent, les gens sortent. Allez-y, vous allez voir. Les gens rentrent, les gens sortent. On va laisser je voudrais ajouter. Je pense que j'ai des questions aussi et puis des avis aussi à donner. Moi, je veux revenir sur les propositions des assises nationales parce que je crois que c'est ça le débat. On est tous d'accord que ce qui doit advenir au Mali incombe aux Maliens et ils sont, pour moi, légitimes mieux que quiconque pour ce qui est de leur avenir de décider de ce qu'ils veulent. Mais il y a la réalité aussi que les assises nationales, ça a été aussi un genre d'instrument pour certains aux mains de ceux qui sont au pouvoir pour pouvoir poser la problématique du prolongement de leur positionnement à la tête du Mali. Ça, c'est une vérité. Il ne faudrait pas qu'on se le cache. Autant on est d'accord qu'il y a des pressions sur les États qui sont autour du Mali, autant il faut reconnaître qu'il y avait une opportunité ici, à travers ces assises, pour ceux qui étaient au pouvoir au Mali, de prolonger. La preuve, il y a eu ces assises pour lesquelles il y a eu l'effort qui a été fait pour qu'ils soient aussi inclusifs que possible. 725 communes sur les 749, ils ont tenté de ratisser large. Près de 26 ambassades, ils ont tenté d'inclure les Maliens de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y a eu beaucoup de partis, même ceux forts, qui ont été exclus. Il y a beaucoup de Maliens qui n'ont pas adhéré. La preuve, Goïta il a répété toutes les dynamiques pour pouvoir les appeler à la table de discussion. Mais ils ont dit quoi? On est convaincu que si on vient, c'est pour entériner une autre longueur d'existence de votre régime à la tête. Alors qu'on veut passer à un autre ordre. Vous êtes là, il faut organiser des élections pour qu'on puisse avancer. Et eux, quand on regarde, je finis. Quand on regarde aujourd'hui, les assises ont terminé par donner quoi? 6 mois à 5 ans. C'est une grosse fourchette. Je pense que Goïta et ses amis auraient proposé 6 mois. Je ne crois pas qu'on aurait les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Vous êtes d'accord au moins avec moi? Oui. Donc, la question de la durée, dire que les 5 ans, c'est le peuple malien qui l'a voulu, j'ai dit, est-ce que ce n'est pas un raccourci? Ils ont dit de 6 mois à 5 ans. L'agent est venu proposer 5 ans à ses pairs. Et quand ils ont vu que ça posait problème, ils sont venus reproposer 4 ans. Honnêtement, dites-moi, est-ce que ça aussi, il n'y a pas un problème? Je ne suis pas dans le débat de la durée d'une transition. Oui. Je suis dans l'expression de ce que les Maliens ont demandé de façon forte. Est-ce que ce n'est pas dévoyé en partant au plafond, oubliant que tous les Maliens ne se sont pas entendus là-dessus? C'est ça. Nonobstant le fait que nous pouvons vous concéder la pertinence de cette remarque, de ce que, justement, les assises, il pouvait avoir des dessins, je dirais pas inavoués, mais des dessins de prolongation de la transition par la junte concoctée et voilà, validée dans cette transition-là. Il faut relever que le caractère inclusif, vous l'avez noté, 749 communes, là vous 725 sur 749. Voilà, sur 749, 725 sur 749, c'est véritablement aller voir très loin. Mais écoutez, quand on a la possibilité, autour d'une plateforme, de débattre sincèrement de questions concernant la nation, dont la prolongation justement d'un régime, quoique militaire,
je dirais qu'on n'a pas forcé les acteurs à valider ça, à choisir ça. Je pense que je n'ai pas participé ils ont choisi de 6 mois à 5 ans. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà, tout à fait. Donc, venez dire c'est 5 ans qu'on propose. Je dis, est-ce que ça, c'est la proposition de tous les Maliens? C'est ça, je parle. Moi, je reviens sur le caractère de la refondation du Mali. Vous savez, quand on galvaude les transitions et qu'on passe aussitôt à des élections, mais les forces, je dirais pas les forces exploratrices, mais qui existent dans le pays, ne sont pas déstructurées. Vous êtes en train d'aller sur notre débat. Vous êtes en train d'aller sur le débat de ce que ce soit ceux qui soient là, qui soient la solution pour le Mali. Moi, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas la solution. Oui. C'est pas la même chose. Donc, on va permettre à monsieur Lamane c'est dit que lorsqu'ils ont dit de 6 mois à 5 ans, ça veut dire qu'au sein des assises, ils n'ont pas pu trouver un consensus pour trouver un nombre d'années ou un temps déterminé. Ou un nombre de mois. Ou un nombre de mois pour la transition. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, ce n'était pas également évident qu'ils aient 50-50. Ou sinon, ils auraient pu voter pour avoir un consensus. Ou bien, ils ont eu à chaque fois 50-50. Et donc, ils ont dit, bon, comme une partie est pour 6 à 1 an ou un truc comme ça, on va proposer aux militaires de 6 à 5 ans, à eux maintenant, de choisir entre les 6 à 5 ans là, une fourchette. Mais ce que je veux dire, aujourd'hui, nous savons tous que le Mali, les militaires maliens, ce sont eux qui dirigent la géopolitique au niveau du G5 Sahel, au niveau de la CEDEAO. Et on a l'impression que c'est la CEDEAO ou la France qui joue. Les militaires savaient qu'en proposant 5 ans, la CEDEAO allait tout de suite rejeter. Ça, c'est clair. Ils savaient ça. Maintenant, leur objectif, c'est quoi? C'est d'avoir 2 ans et demi, 3 ans. Et ils sont allés. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, parce que quand ils sont arrivés, ils ont demandé 24 mois. C'est-à-dire 2 ans qu'ils ont demandé. Ils ont demandé 3 ans, et 2 ans à 3 ans pour organiser les élections. Donc, ils n'ont pas abandonné. Depuis leur première sortie, ils n'ont pas abandonné ce calendrier-là. Et donc, en demandant ça, c'est pour pousser la CEDEAO à aller encore sur la table de négociation qui va les obliger à un certain moment à descendre. Ce qui est sûr, vous allez voir que, comme ils disent, ils sont ouverts au dialogue. La CEDEAO également est ouverte au dialogue. Ils vont descendre. Ils vont descendre certainement à 2 ans ou à 2 ans et demi. Je pense que leur objectif, c'est ça. Ce n'est pas aller jusqu'à 5 ans. Non, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas possible. Madame, bon. Donc, on va permettre à Juste Bougma. Effectivement, cette lecture, on l'a eue. Maintenant, arrivé, bon, quand la CEDEAO a vu 5 ans, elle a rougi. Oui. Certains ont même dit au Nigeria, Goodluck a dit, c'est plus, le mandat même ne faut pas 5 ans là-bas. Donc, c'est trop demandé. Oui. Mais en fait, l'autre aspect aussi, c'est que dans les conclusions, la CEDEAO n'a même plus parlé de ces délais-là. Dès qu'elle a vu ça, elle est passée effectivement à une autre étape. Alors, aujourd'hui, il y a une possibilité de dialogue. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO va encore même accepter 2 ans? C'est vrai que les Maliens sont allés avec un calcul dans la tête, mais aujourd'hui, ayant plus ou moins le dos au mur, est-ce que les Maliens, si la CEDEAO dit 6 mois, est-ce que la transition va encore camper sur ces 2 ans dont vous savez, je disais que c'est le Mali qui dirige la géopolitique. Les Maliens ont compris aujourd'hui que ces sanctions ne concernent pas seulement le Mali. Aujourd'hui, le Burkina est en train de s'organiser. La jeunesse burkinabé est en train de s'organiser pour entrer dans la rue. On a le Sénégal qui a commencé, là-bas même, il parle d'insurrection populaire, de démission du président. Et il y a des manifestations qui ont commencé. Les Maliens, les autorités maliennes savent que ces sanctions-là vont beaucoup coûter cher aux présidents qui ont pris ces décisions-là. Et s'ils s'amusent, ils risquent de tomber, les présidents, surtout Macky Sall. S'ils s'amusent à rester dans ces trucs-là, il sera le premier à demander à Macron de lever, de relâcher son frein à main pour permettre donc de... D'accord. Alors, monsieur Lompo, nous sommes presque au terme de cette émission, mais une dernière question sur laquelle vous pouvez réagir en 30 secondes. Vous estimez que pour cette sortie de crise-là, le Mali
doit en tout cas penser à une alternative monétaire. Est-ce que c'est réaliste au regard du contexte économique actuel? Oui, c'est réaliste parce que le Mali, vous voyez, aujourd'hui, la monnaie c'est quoi? La monnaie a besoin de quelque chose pour être garantie. Et aujourd'hui, le Mali a découvert un certain nombre de matières premières qui lui permet de garantir sa monnaie et qui sera même plus forte que le franc CFA et même plus solide que le franc CFA. Il suffit que le Mali dit, bon, écoutez, désormais, les feuilles de manguier, c'est ça qui fait désormais ma monnaie. Et les Maliens vont utiliser les feuilles de manguier comme monnaie. Et à partir de là, on dit, ces feuilles de manguier seront désormais garanties par l'or, par l'étain, par le plomb, pour toutes les matières premières. Et ils s'adossent directement au niveau qu'on appelle ça, ils s'adossent à la Russie ou à la Chine, qui sont prêts à ouvrir les portes pour les accueillir. Mais c'est plus complexe que ça. D'accord. Alors, merci Monsieur Lompo. C'est vrai qu'en une heure, on n'a pas la prétention de vider le sujet, mais au tribunal de l'actualité, on peut revenir plusieurs fois, tant que le sujet est au cœur justement de l'actualité, comme on l'a dit. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du collectif, Larba Israël Lompo. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Vous étiez en compagnie de Labidi Naba, membre de la coordination du collectif des organisations de la société civile pour le Sahel. Avec vous, on a parlé de l'actualité malienne, notamment des implications des sanctions prises par la CEDEAO et l'UEMOA. Merci, messieurs les juges, pour en tout cas vos clés de lecture. Je sais que vous êtes restés sur votre fin, mais comme je l'ai dit, on pourra les recevoir au tribunal de l'actualité. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs des médias leaders True TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la même mission. Posez un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles à nos programmes.